Maintenant tu peux voir qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout nous a amenés à cet instant. Toi contre moi. Non, je t'en prie, Tony. Il y a sûrement une solution. Nope. Pong, pong. Cabriole. Raté. Les éditions Altaïa présentent sa collection de figurines des héros des films Marvel. Retrouvez à partir de maintenant, via le lien dans la description, de superbes figurines en résine détaillées à l'effigie de vos héros favoris, comme Captain America joué par Clint Eastwood, Iron Man joué par José Garcia, et Hulk qui a sniffé un truc qui sentait pas ouf. Oh non, le Hulk est encore devenu fou. Il faut qu'on mette de côté nos différences et qu'on l'affronte ensemble. Non, je veux pas. Quoi? Mais pourquoi? Tu vas pas t'en tirer comme ça, Steve? Oh mais t'es sérieux de... Chaque figurine est accompagnée de son fascicule présentant les personnages, les acteurs, les anecdotes de tournage et plein d'autres informations sympas. Et si vous vous abonnez, vous aurez non seulement des numéros offerts, mais aussi des tas d'autres cadeaux comme des boîtes pour ranger vos fascicules, des supports pour vos figurines, des posters de films, ainsi que la figurine de Rocket. Et si vous passez un abonnement premium, vous aurez aussi des figurines des armures d'Iron Man 3 et surtout une chouette figurine du Hulk intelligent. Hulk pense Iron Man pas content parce que Cap oublié anniversaire. Quoi? Attends, sérieux, c'est ça ton problème? Bah évidemment, après tout ce qu'on a traversé, tu m'oublies? Oh pardon, tu peux bien me pardonner? Peut-être. Tu veux bien un bisou? Peut-être. Allez, viens là, chérie. Allez sur le lien dans la description et utilisez le code promo FERMEZ-LA pour vous abonner à cette collection. Salut MJ! Frappe avant d'entrer, frappe! Je frapperai la prochaine fois, je frapperai. T'as fait quelque chose? Non, je t'ai pas vu jouer à la poupée à nouveau. Viens! Salut! Merci encore à Altaïa et bonne vidéo à tous. Le petit gamme, il a un conscience critique. Le petit gamme adore Stanley Kubrick. Le petit gamme saoule tout le monde avec son avis. Le petit gamme en avis. Oh ouais, c'est quoi ce plagiat, la papy grenier là? Voilà. Tu vois à quel point il a l'air magnifique ce film? Ouais, bof. Ouais, bof, ça veut dire quoi, ouais, bof? Ouais, franchement, je comprends pas qu'ils fassent une suite à Avatar. Ah, vraiment, tu comprends pas pourquoi ils ont fait une suite au plus grand succès de l'histoire du cinéma. Ouais, mais le film est sorti il y a 13 ans, c'était déjà pas ouf. Non mais je suis pas d'accord, il était très bien le premier film, je suis pas le seul à le penser. Mais c'est pas parce que t'as aimé le film que c'est forcément un bon film. Ouais mais dans ce cas ça veut pas dire que tu l'as pas aimé, que c'est un mauvais film non plus. Non mais attends, entre les personnages manichéens, le scénario pas original, l'écologie forcée, franchement c'est un film de merde. Bon, eh ben on a plus besoin de moi pour le reste de l'épisode, super, je suis seul. Ce qui est une très bonne opportunité pour regarder quelque chose qui va me stigmatiser socialement si on me surprend devant. Ah, personne doit savoir. Aïe, quoi? Aïe, putain, mais oh, mais ça va pas! Qu'est-ce que t'allais encore dire comme connerie, toi? Dis pas de conneries, là, on parlait d'Avatar. Oui, justement, c'est ça le problème. Mais quoi? J'en ai un peu ma claque qu'on défend ce pauvre film, en fait. Oh là là, c'est vrai, quel pauvre film, un film qui a fait numéro 1 au box-office mondial, hein. Sniff, sniff, mon dieu, je pleure. Ça fait 13 ans qu'on lui balance des platitudes et des arguments automatiques très discutables. Il serait temps de passer à autre chose. Oh, ça va, tu vas pas non plus dire que c'est un bon film. Attends, sérieux? Il y a tout un monde qui échappe à tes yeux, mon gars. Change de lunettes! Un monde qui échappe à... Ah, c'est une citation du film, c'est ça? Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire une bonne transition avec une citation du film, donc Avatar. Qu'y a-t-il à dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit 1000 fois? Ah oui, je sais, tout le monde dit de la merde! Quand le film est sorti en 2009, c'était un événement cinématographique comme nul autre. Tout le monde est allé le voir. Oui, même Tatata qui fait sa grincheuse quand tu lui proposes d'aller voir le dernier Avengers, et dont la dernière expérience en salle était un Buster Keaton. Au point d'avoir popularisé la 3D en salle, et c'est toujours un monument malgré les réfractaires du progrès qui veulent le voir mourir en silence. Bah oui, comme beaucoup de choses populaires, pas mal de critiques réfractaires aux blockbusters de grands spectacles et de hipsters voulant se donner un genre en ont fait un ennemi à abattre à tout prix. Surtout quand ce film a encore une fois démocratisé la 3D, sans parler des anti-américanismes primaires qui se croient spéciaux de cracher sur la science-fiction et les réalisateurs hollywoodiens. Bon mais c'est bon, moi aussi je peux dire que Battlefield Earth c'est de la merde, pas de quoi se la péter hein. Pourquoi tu dis ça à moi? Moi j'aime bien les blockbusters personnellement. Mais je parlais pas de toi, je parlais de la catégorie de personnes bien précises que j'ai décrit il y a 5 minutes. Ok super, mais pourquoi tu le dis dans ma direction? Mais parce que je parle à toi. Ah bah c'est bien ce qui me semblait, c'est à moi que tu le disais. Non mais c'est pas parce que je parle à toi que je parle de toi, je ne fais que parler des trucs que les gens disent. Ouh.
il me saoule déjà celui-là. Critiques qui se sont focalisés sur des observations, par moments intéressantes, voire compréhensibles, mais trop souvent on ne peut plus banal et démontrant une vision du cinéma déconcertante, voire effrayante quand ça vient d'auto-proclamer spécialiste. On est à un niveau de chipotage que même la typo de son titre est devenue sujet à moquerie. Avatar, a giant international blockbuster, used the papyrus font as its logo. I know what you did! Ouais, enfin ça, c'est juste pour l'affiche en fait. Le film en lui-même, quand il montre son écran titre, c'est une toute autre typo. Par contre, ils utilisent bien Papyrus comme typo pour les sous-titres. Mais bon, on va pas chipoter sur la typo des sous-titres, hein. He clicked the drop-down menu and then he just randomly selected papyrus. De plus, à l'occasion des suites, bah ils ont changé la typo du titre pour les affiches de films. So they changed the artwork. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? C'est bon, monsieur, il a fini avec sa rage. Écoute, ça fait 13 ans que je retiens un max de frustration à force d'entendre les critiques qu'on balance sur ce film. Du coup, excuse-moi de rager un petit peu. La meilleure question, ce serait plutôt pourquoi vous ragez sur ce pauvre film. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Eh bien, justement, pour commencer, le film n'a eu aucun impact sur le cinéma. Quoi? Attends, je veux dire, tout le monde a vendu ce film comme une révolution. Tout le monde en a parlé comme étant l'un des films les plus importants du cinéma. Et tout le monde l'a oublié, plus personne n'en parle. Et t'es pas le seul à le penser, je suppose. Mais évidemment, dès lors que quelqu'un partage le fait que ce film n'a eu aucun impact sur le cinéma sur Twitter, il y a des millions de likes et de partages. Est-ce que tu te rends compte du paradoxe d'avoir autant de gens qui parlent du film pour se plaindre que personne n'en parle? Je veux dire, ne pas aimer le film, c'est une chose, je veux bien, hein, il est pas au goût de tout le monde. Bon, il est pas au goût de 2 ou 3 personnes, vu que le film a rapporté des milliards. Le trouver cliché, je veux bien, on y vient. Mais dire que le film n'a rien apporté au cinéma actuel, mais sortez de votre grotte, je sais pas quoi dire au bout d'un moment. Je veux dire, il y en a qui vont jusqu'à dire que la 3D, le truc qu'Avatar a définitivement popularisé dans l'industrie à une époque où c'était une expérience de Robert Zemeckis ou une gimmick de Robert Rodriguez, s'est révélé être un échec. C'est ringard la 3D, ça se fait plus. Complètement ringard. Vous allez au cinéma des fois? Parce que y a toujours des séances 3D en fait, hein. C'est moins systématique, ouais, mais c'est toujours d'actualité. Je suis allé voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 3D, une bonne 3D en plus. Et c'était il y a même pas 2 mois. Non seulement les plus gros blockbusters utilisent toujours la 3D, mais elle s'améliore, proposant de plus en plus des expériences intéressantes et permettant à de grands réals comme Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Martin Scorsese, Ang Lee et Peter Jackson de perfectionner leur mise en scène avec. Regardez The Walk, même en 2D si vous voulez, et osez me dire que la 3D est un échec. Un film qui parle de funambulisme entre les 2 tours de World Trade Center, ça doit quand même donner un minimum de vertige, avec gestion de la profondeur et tout, donc la 3D est parfaite pour ce genre de film. Et ça marche aussi pour Avatar, pour donner vie à cette planète pleine de vie, de relief, de montagnes volantes, ces moments de vol qui donnent de l'allégresse. Je vais même dire, le problème est inverse, parce qu'en vrai, on l'a tellement pris pour acquis maintenant qu'il est devenu normal dans le paysage cinématographique. C'est du même niveau que les mecs dans les années 40 qui étaient genre « Oh pfff, la couleur, mais c'est qu'une gimmick, c'est juste pour faire augmenter le prix du ticket, dans 10 ans on n'en parlera plus !» Non, on l'a pas oublié, on l'a juste démocratisé. Et comme on le prend pour acquise, ça n'a plus le même effet frappant que dans le passé. C'est pour ça qu'on n'en parle plus trop maintenant, parce que c'est devenu banal. Mais ce n'est pas tout niveau technique, il y a aussi les effets spéciaux. Le film a définitivement popularisé et montré le potentiel de la performance capture, là où Robert Zemeckis se peinait à faire comprendre l'intérêt de cette technologie, en dehors du photoréalisme des cyniques qui chipotaient sur les yeux des personnages. On dirait que vous parlez à cette fenêtre. Non, on dirait que c'est vous que je regarde. Ok. Regardez mes yeux qui regardent droit dans vos yeux. Ouais. Note à moi-même, arracher la colonne vertébrale de ce film de merde dans un prochain fermez-la. Et ces mêmes cyniques ne voyaient pas la splendide mise en scène dynamique et la vie transpirant des personnages de synthèse, humains ou non, que cette technologie permettait. Avatar a montré tout le potentiel de cette technologie au grand public, au point que les producteurs l'utilisent dans quasiment tous les blockbusters actuels. Vous aimez bien Thanos dans Infinity War? Eh bien, pas d'Avatar. Pas de Thanos. Et c'est sans parler de la trilogie Planète des Singes avec Andy Serkis, ou même Alita, l'autre film de James Cameron sous-estimé. Attends, Alita, c'est pas Robert Rodriguez qui l'a réalisé? Ouais, mais Rodriguez a fait que calquer le style de James Cameron, il l'admet lui-même d'ailleurs. Ça, plus le fait que James Cameron a produit, écrit et fourni les outils pour faire le film, on peut pratiquement dire que c'est toujours un film de James Cameron en fait. Même les jeux vidéo comme les jeux de Quantic Dream, Last of Us ou le dernier God of War reprennent la technologie mise au point par Avatar. Le seul blockbuster récent à ne pas utiliser la même technologie qu'Avatar, c'était Cats. On a vu ce que ça a donné.
Donc si, d'un point de vue industriel, le film a eu un impact indéniable. Seulement c'est une révolution tellement parfaite que maintenant elle fait partie de nos habitudes. Personne ne la remarque parce que cette révolution est maintenant entièrement au service de l'histoire racontée. Encore une fois, on l'a pris pour acquis de par son omniprésence. Même en termes d'impact culturel, le fait que le film fut autant parodié et référencé est une preuve indéniable d'impact culturel. Pourquoi il est bleu? Il fait très froid sur cette planète. Avatar. Ouais, le peuple tout bleu. C'est une prise japonaise, Bart. T'as besoin d'un adaptateur. On va faire l'amour, entre navires. Ok, mais juste une pointe alors. C'est si bon. Et c'est encore mieux en 3D. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Et vous ne m'enlèverez pas de la tête que le film a participé à un retour de la SF plus créative et ambitieuse. Des trucs comme Gardiens de la Galaxie, Jupiter Ascending, Man of Steel ou Aquaman semblent inspirés par la direction artistique d'Avatar, même si certains ne l'ont pas amené avec autant de soin. Ou même des trucs considérés comme plus nobles, comme La Planète des Singes, Dune ou John Carter, qu'on peut même voir comme des réponses à Avatar. Surtout La Planète des Singes, l'affrontement, film que beaucoup qualifient d'Avatar pour adultes. Dixit des gens qui ont clairement des problèmes de confiance par rapport à leur maturité à eux. Cela dit, c'est intéressant que d'un point de vue impact culturel, les gens comparent ça à Avatar et non à un autre film avec la même promesse. Genre, peut-être un autre film Planète des Singes? Parce que La Planète des Singes, l'affrontement, a pratiquement le même scénario que la bataille de la Planète des Singes. Bon, faut dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu la bataille de la Planète des Singes. Et même esthétiquement, Guillermo del Toro a repris pas mal de l'esthétique d'Avatar, avec le jeu de lumière et sa façon de montrer des hologrammes dans Pacific Rim. Pareil pour Ridley Scott dans Prometheus et Alien Covenant, car on le sait depuis longtemps, le petit Scotty est ridiculement jaloux de James Cameron. Même Twilight a été influencé par Avatar. Bah oui, le plan de fin du 4e film est carrément calqué sur celui d'Avatar. Ça change pas le fait qu'il ait pas eu d'impact culturel. Mais si, putain, le film il a explosé des records dans le box-office mondial, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Attends, t'en croises beaucoup toi, des communautés de fans d'Avatar? Pas spécialement, mais ces communautés de fans existent quand même. Et c'est une communauté bien vivante et active. Bon, on les croise pas souvent en convention, certes, mais bon, des cosplays d'Avatar, c'est un peu compliqué niveau maquillage et nudité. Déjà que certains crétins gueulent à la prostitution dès qu'il y a une Harley Quinn en convention, puis aussi il y a l'approche. James Cameron ne lance pas 4000 produits dérivés et fait une histoire où il n'y a aucun objet spécifique vendable en jouet ou en relique. Forcément, ça va pas faire comme Star Wars qui vend 4000 sabres laser, hein. Tout ce que Disney a pu en tirer, bah c'est un parc d'attractions. Parce que l'identité de la licence repose sur Pandora, pas sur une arme, un talisman ou quoi. Bah si on n'a pas eu de suite plus tôt, de série, de spin-off ou d'univers étendu, bah ça prouve que ce film n'a eu aucun impact culturel. T'es au courant qu'un film peut avoir un impact culturel et marquer l'esprit des gens sans avoir tout ça? Je veux dire, 2000 ans Odyssée de l'espace, Ben-Hur, Citizen Kane, Titanic, Inception, ils ont pas eu besoin de suite pour prouver leur importance au cinéma, hein. T'as vu beaucoup de Funko Pops de 12 hommes en colère ou de Un chien andalou? Attends, 2001 et Titanic, ils en ont eu des suites. Et il se passe quoi dans ces suites? Exactement. Avec l'habitude qu'on a avec les Marvel et les autres licences du genre, on a un peu oublié comment se mesurer l'impact culturel et le mérite d'un film. Ça montre bien que le succès du film est éphémère vu qu'il a pas lancé d'autres projets. Ben si, elle a lancé des tas de projets. Notamment le projet de parc d'attractions Disney dont j'ai parlé, qui a d'ailleurs amené à une avancée technologique qui va changer la robotique et l'industrie des parcs d'attractions, un spectacle au Cirque du Soleil sorti il y a à peine 3 ans, et un jeu vidéo ambitieux à venir mené par Ubisoft. Et celui qui était sorti la même année que le film et on s'en branle de lui. Et de l'autre côté, James Cameron en a 4 de suite prévues. Seulement, il fait plus ça par passion que par pognon. Il veut raconter l'histoire de la meilleure façon possible. Il a un univers gigantesque rien qu'à lui, qui lui permet n'importe quel type d'histoire qui lui passerait dans la tête. Et donc, il perfectionne son film, même si ça demande 10 ans. Ça montre que James Cameron est un vrai artiste. Attends, c'est complètement con. Qui voudrait voir la suite d'un film sorti il y a plus de 10 ans et qui est critiqué par la presse? Votre Blu-ray de Top Gun Maverick, monsieur. Oh, merci beaucoup, c'est un excellent film. N'hésitez pas à le voir au cinéma s'il est encore disponible. Quoi? Me juge pas, il faisait partie d'un super pack promotionnel de suite où il y avait Dr. Sleep, SOS Fantôme, Glass, Matrix Résurrection, Space Jam 2... Oui bon ok, c'est un mauvais exemple. Mais les mêmes alors, les mêmes. Quoi les mêmes? Bah attends, les films les plus populaires ont toujours généré un tas de mèmes. Et sur Avatar, t'en as déjà vu? Eh bien je te propose qu'on en discute avec le maître incontesté des... Non. Quoi, non? Non, je ne veux pas apparaître dans cette vidéo. Parce que je ne suis pas fan d'Avatar, moi non plus. Et moi, c'est pour de vrai, hein. Pas comme le Gugus que t'as engagé pour faire l'homme de paille. C'est méchant, hein. Moi, je suis un vrai être humain, j'ai une femme et des gosses. Je n'aime pas Avatar, hein. Je n'aime pas la filmographie de James Cameron dans sa globalité, hein. Et d'ailleurs, c'est le plus gros point d'engueulade qu'on a entre toi et moi depuis qu'on se connaît. Je le sais très bien, tu m'as fait faire un caméo dans ta vidéo sur Terminator Dyslexie, là. Donc, je vois pas trop pourquoi je viens la ramener sur Avatar. Un film que j'aime pas trop, je vais pas le défendre.
s'il te plaît. Non, parce que justement, c'est parce que tu n'aimes sincèrement pas le film que je me suis dit que ce serait plus honnête venant de toi. Parce que même dans nos désaccords, je respecte ton avis en fait. Ok. Bon, déjà, je vais être honnête. Si le nombre de mèmes internet peut être vu comme un bon indicatif pour mesurer la popularité d'une œuvre, c'est un outil qui a ses failles. Déjà, ça n'est pas parce qu'un film compte beaucoup de mèmes qu'il est forcément bon. Le cas du film Morbius, dernièrement, est un très bon exemple, car tout le principe de ce mème repose sur l'impopularité du film et de faire croire ironiquement que c'était le chef-d'œuvre du siècle. Sony a même tenté de le ressortir pour profiter des blagues autour du Morbin Time, et le film s'est quand même planté. Et ça n'est pas le seul film à multiplier les mèmes internet autour de sa mauvaise qualité, entre les nanars comme The Room, Troll 2 ou Les Misérables, ou des films improbables, voire carrément exécrables comme B-Movie, 50 nuances de Grey ou Twilight. Ces mèmes comptent une énorme partie de la filmographie de Nicolas Cage. Puis on oublie que des mèmes peuvent être issus de films partiellement, voire totalement inconnus. Vous avez déjà vu La Montagne Ensorcelée? Je parle de la nouvelle version de La Montagne Ensorcelée. Non, vous voyez pas de quoi je parle. Pourtant, ce mème fut ultra populaire à une époque. Et on pourrait dire la même chose de La Balade de Buster Scrooge, Le Bonhomme de Neige, Embrasse-moi Vampire, At Eternity's Gate. Vous savez au moins que c'est censé être Vincent Van Gogh, hein. Là, le mec que Willem Dafoe joue dans cette image. Et puis, il est très probable qu'une très grande partie d'entre vous n'ait jamais vu le film La Chute. Pourtant, tout le monde a probablement vu ce passage. A l'inverse, on pourrait se perdre à faire la liste des films cultes qui n'ont jamais généré de mème internet. Déjà parce qu'une partie d'entre eux sont sortis bien avant internet et qu'il n'y a pas eu de train de la hype, et d'autres manquent d'une scène culte ou d'un leitmotiv qui les rendrait mémables. Et d'ailleurs, si les internautes sont plutôt prompts à faire des mèmes pour mettre en exergue une phrase ou un moment culte d'une saga, ils le font aussi pour pointer du doigt les défauts d'une œuvre. Il ne faut pas oublier que l'une des plus grosses sources de mèmes de l'histoire d'internet reste les jeux Zelda sur CDI. Et on a par exemple fait beaucoup sur les remarques d'Anakin Skywalker disant qu'il déteste le sable, même si ça n'apparaît qu'une seule fois sur une très grosse saga. On a aussi Spider-Man qui dit Pizza Time, et plein d'autres trucs dans les sagas cultes comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, si on part du principe que les mèmes permettent de juger de la popularité d'un film, alors ça veut dire que les films Spider-Man les moins populaires sont les films du Marvel Studios, avec les films Amazing Spider-Man, et qu'au-dessus on aurait les films Spider-Man de Sam Raimi et le film Spider-Verse, et que le truc Spider-Man le plus populaire, bah, c'est le dessin animé. Or je suis pas sûr que vous l'ayez beaucoup vu. Ose me montrer du doigt. C'est toi qui as commencé. C'est mal poli. Mal poli toi-même. Mais de toute façon, les petits amis, tout cela part d'un postulat faux. Puisqu'il y a des mèmes sur Avatar. Ouais, il y en a sur les créatures avec la peau bleue. Les navires. Ouais, ces trucs-là. Eh bien, ils figurent souvent dans les transformations possibles quand il s'agit d'imaginer telle ou telle figure de la pop culture sous une forme alternative, issue d'un monde parallèle où il serait né sur la planète machin. Voilà. Et puis, il y a aussi tout ce qui a tourné autour du fait que le film soit grosso modo le scénario de Pocahontas, mais avec des schtroumpfs. Qui est un argument que même moi je trouve toujours un peu abusé. Ah oui, parce qu'en fait, c'est le scénario de Danse avec les loups, mais avec des schtroumpfs. Ah bah justement, excellente transition. Le film, c'est juste Je danse avec les schtroumpfs. Regarde maman, je critique des films. Et voilà, on m'invite à donner mon avis et on soude ma gueule. Rends service à un chien de Chira dans la main, merci. Ouais, là par contre c'est vraiment pas sympa. Hein. C'est mérité, parce que putain j'en ai marre de l'entendre celle-là. En ce qui me concerne, quand j'entends quelqu'un qualifier Avatar, au premier degré, hein, parce que s'il déconne, ça peut à la limite l'aller, hein, selon la blague, de plagiat, de Danse avec les loups, les schtroumpfs, Pocahontas, ou Ferngully si le mec il veut se la péter de connaître des films que personne connaît, moi, c'est bon, aucune chance que je l'écoute. Je ne risque pas d'enrichir ma culture ou ma façon de penser le cinéma avec lui. Cette critique-là, je le dis cash, c'est du niveau de les développeurs de Mario au prix de la drogue, de la critique débile et irréfléchie et surutilisée par des gens qui n'y connaissent rien. Ah, carrément. Non, t'as raison, c'est même encore plus con que ça en fait.
Premièrement, c'est faux. Ce film ne plagie ni Danse avec les loups, ni Pocahontas, ni Ferngully, et plagie encore moins les Schtroumpfs. Il s'inspire en réalité de John Carter de Mars, série de livres de science-fiction écrits par Edgar Rice Burroughs, le mec qui a aussi écrit Tarzan. Ça raconte l'histoire d'un soldat américain du début du 19e qui, après avoir échappé à des Apaches, se retrouve transporté sur la planète Mars, qui est une planète bien vivante mais menacée par un empire industriel. Et ce soldat américain se retrouve mêlé à une guerre entre cet empire, un peuple de pacifistes qui comprend une princesse dont John Carter retombera amoureux, et des indigènes non humanoïdes traditionnalistes définis par leur grande taille et leur peau verte. Et en découvrant leur culture, leur histoire et leur tradition, John Carter unira les peuples libres et deviendra leur roi, un Jedak, pour sauver l'équilibre de la planète Mars. Ah ouais, c'est quand même bien plus ressemblant, hein. T'as même un parallèle entre les aliens qui ont une couleur de peau froide et les natifs américains, pour dire. Et ce livre, il existait bien avant le film de Kevin Costner, de Disney, le machin qui est sauvé à peine par Tim Curry, et la BD de Peyo. C'est un bouquin tellement influent que même Star Wars et Superman s'en sont inspirés. Non, et puis, plagiat de Danse avec les loups avec Pocahontas, vous savez que ces films sont tirés de faits réels, au moins? Genre Star Wars, ça plagie la Seconde Guerre mondiale, et Rambo, c'est un plagiat de la vie de tous les parias qui sont revenus de la guerre du Vietnam? Non mais même si c'est pas pour plagier, reconnais que c'est difficile de nos jours de prendre au sérieux une histoire qui a ce point proche de celle de Danse avec les loups. Votre ploué de Dune, monsieur. Merci beaucoup. Villeneuve c'est pas ouf quand même, hein, mais bon. Et d'ailleurs, ça, James Cameron l'a toujours dit en fait. Les aventures de John Carter ont grandement inspiré son film, ainsi que d'autres livres se passant dans la jungle comme Les Mines du Roi Salomon ou des films comme La Forêt d'Émeraude. Il a fini le script d'Avatar dans les années 90, évidemment que ça ressemble à ce qui se faisait à l'époque. Même dans Avec les Loups, il ne nie pas qu'il y a des connexions. Parce qu'en vrai, toutes ces histoires ont la même base narrative. L'histoire de Moïse, un mec qui a trahi le camp des oppresseurs pour rejoindre celui des oppressés et qui finit par s'intégrer à leur culture et mode de vie. Ce qui montre que ce jeu des comparaisons, c'est plus de la rhétorique snobinarde qu'autre chose, hein. Dire que ça a le même scénario que Pocahontas, ah bah là c'est la honte. Par contre, dire que ça a le même scénario que les 10 commandements, ah bah là c'est classe. Non, et puis, James Cameron ne vous a jamais promis une histoire originale en fait. Il vous a promis une bonne histoire, et ça par contre il a apporté justement. Je veux dire, d'où vous avez vu que James Cameron devait faire une histoire originale? Ah, on n'arrête pas de dire qu'il est visionnaire, donc Le rapport? Bon. Déjà, j'en profite pour remettre un certain extrait de mon 100e épisode de Fermez-la. Visionnaire ne signifie pas forcément qu'il a des idées de scénarios originaux venant du futur ou je ne sais quoi. Ça ne veut même pas forcément dire qu'il a un style graphique particulier, comme beaucoup de journalistes et marketeurs le pensent quand ils disent que Snyder est un visionnaire. Non. Dans ce cas précis, ça veut dire que c'est un réalisateur ambitieux, qui voit loin, qui veut repousser les limites. Et proposer des avancées dans son domaine qui changera l'industrie, c'est ce qu'il a fait avec Avatar justement. Mais de point de vue scénario, il n'a aucune obligation. La simplicité de l'histoire aide à mieux montrer à quel point cette nouvelle façon de faire des films a du potentiel pour renforcer nos histoires sans larguer les spectateurs. On a fait pareil pour la couleur ou l'animation. Les films servant à montrer le potentiel de ces technologies révolutionnaires, c'était des contes de fées, des récits d'aventure grand public ou des adaptations de romans classiques. Et puis si Avatar c'est de la merde parce que c'est pas original, alors Matrix, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Batman et Indiana Jones aussi c'est de la merde, hein. Donc pourquoi vous les descendez pas ces films-là? Parce qu'ils sont sortis durant votre enfance. Donc une époque où vous ne connaissiez pas du tout toutes ces références. Et où vous n'étiez pas des cyniques qui se donnaient un genre rebelle en tapant sur un film populaire. Et aussi parce que vous n'aviez pas internet pour savoir ce que ces films avaient plagié. Parce qu'au final, James Cameron a juste utilisé la même façon de faire un puits de référence pour créer un univers propre au goût et à la culture de son créateur. Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais James Cameron... c'est un peu un gros weeb. Le mec est tellement fan d'anime et de manga qu'il a porté à lui tout seul un projet d'adaptation de Gunwale pendant 30 ans. Ce qui a donné bien entendu le film Alita Battle Angel, ainsi que la série qu'il avait créée avec Jessica Alba, Dark Angel. Mais on peut aussi voir qu'il était pas mal inspiré de Ghost in the Shell, dont il a fait la promotion il y a longtemps d'ailleurs. Le premier film d'animation pour adultes à atteindre ce niveau d'excellence, une œuvre visionnaire. Ah bah oui, le coup de l'esprit qui part d'un corps à l'autre grâce à la technologie, ça vient d'où d'après vous? D'ailleurs, ça aussi c'est direct plus classe comme comparaison, hein. Non et puis, et alors c'est pas original? Rien n'est original depuis l'Antiquité. Le vrai talent, ce n'est pas l'originalité, c'est même une fausse qualité qui sert à planquer un vrai manque de talent. Le vrai talent, c'est bien raconter une histoire. Et justement, avec sa mise en scène efficace, sa narration fluide, le développement de ses personnages attachants et de son univers merveilleux, et bien entendu l'utilisation de nouvelles technologies pour renforcer la vie de cet univers, James Cameron et son équipe prouvent leur talent.
Je vais même dire, réussir à rendre simple une histoire avec autant de concepts de science-fiction qui se passent dans un monde totalement différent, avec des animaux et peuples inventés, même leur langage et culture, ça montre une méthodologie efficace. Et le fait qu'il ait eu un succès si universel à son époque le prouve. John Carter, j'ai toujours un petit peu de mal avec des terminologies comme Jedak ou Zodanga ou Tern, et ce même après avoir vu le film 3 fois. Mais Avatar, même ta grand-mère comprend c'est quoi Turuk Makto en le voyant qu'une fois. T'es passé à côté du plus important. Qui est? Bah, pourquoi leur donner la couleur bleue? Là, ils suppliaient pour être comparés aux Schtroumpfs. Sérieux? Tu sais pas pourquoi ils sont bleus? Bah... pour faire comme les Schtroumpfs. Est-ce qu'au moins tu sais d'où vient le mot Avatar? Du dessin animé? Non. Des jeux vidéo? Non plus. De Charmed? Quoi? Bah tu sais, dans Charmed justement, t'as ce groupe de bonhommes qu'on appelle les avatars. Et bah ils essaient genre de créer une utopie chelou et ils foutent la merde partout pour ça. Ils invoquent des démons, ils rendent fou Léo sans absolument aucune raison. Qu'est-ce que j'ai écrit avec ce personnage? C'est un mec tatillon qui aime Charmed. Bref! Eh mais arrêtez tous de dire que j'existe pas là, c'est mal poli! L'Avatar est dans la mythologie hindoue une incarnation d'un dieu venu sur Terre pour sauver l'univers des démons. Le terme veut littéralement dire descente du ciel. Et c'est justement le côté incarner un personnage que le domaine de jeux vidéo a repris et que le film aussi a repris avec Jake qui vient du ciel et s'incarne dans un nouveau corps. C'est pareil aussi pour le dessin animé Avatar le dernier maître de l'air qui parle de réincarnation. Charmed lui a pris ce terme juste parce que c'est cool. Et comme ils l'ont confirmé par le passé, les gars de Charmed ne savent rien du tout sur les hindous. Mais surtout, dans certaines peintures représentatives de l'Avatar, comme Matsiya ou Kurma, ils ont une peau bleue. Ah. Eh ouais, l'Inde doit bien se foutre de ta gueule là quand même. Donc maintenant que tu sais d'où viennent vraiment les idées de James Cameron et ce qu'il a voulu raconter, est-ce que tu peux enfin arrêter de te plaindre du choix de couleur? Ah bah ok, parce qu'il a plagié un mythe hindou et pas une BD franco-belge, tout de suite ça exclut le plagiat. Ah, on parle de plagiat pour des trucs où les mecs sont morts depuis des milliers d'années Oui, les Schtroumpfs, ça aurait été beaucoup plus chiant parce que là, il y a infraction de la propriété intellectuelle. Là, c'est un mythe hindou, il y a pas de copyright sur le mythe hindou. Tous les mecs qui l'ont créé, ils sont morts depuis des millénaires, hein. Non, et puis, au bout d'un moment, les Schtroumpfs n'ont pas inventé la couleur bleue, merde. Tu crois que Homer, il a vu la mer, il a décrit dans l'Odyssée, ça a la couleur du vin, et puis il a lu la BD de P.O. et s'est dit « Ah merde, je me suis gouré, c'est la couleur des Schtroumpfs, en fait !» Et tu dis la même chose pour Diablo des X-Men, ou pour le génie d'Aladin, Nebula dans les Gardiens de la Galaxie, l'autre Khan dans le 5ème élément, les Asari dans Mass Effect, les machins dans la planète sauvage, les Andoriens dans Star Trek. Les aliens ne peuvent plus avoir de peau bleue maintenant? Vert, gris, même rouge parfois, mais bleu, ah ça non, hein. Non, et puis même, plagiat. Le film s'appelle Avatar. Il assume sa référence. Et c'est quoi la différence entre plagiat et référence? Le plagiat, t'essayes de le cacher et tu comptes sur le fait que personne ne connaît l'original. La référence, ça compte sur le fait que tu sais. Bon, ok, bah parlons de l'autre problème qui concerne ce film avec Pocahontas, justement. C'est pas juste que le film il est pas original, c'est aussi le fait que... le film est trop pro-écologique. Ben, c'est bien, non? Oui, mais ça l'est pas quand ça te martèle la morale écologique sans aucune subtilité. Y en a encore qui se plaignent de la morale écologique de nos jours? Non mais attends, ce film arrête pas de montrer les humains comme étant des méchants corporatistes qui arrêtent pas de créer des génocides pour pouvoir avoir des ressources. Comment tu veux qu'on prenne au sérieux une histoire avec des corporations aussi maléfiques? Votre bouteille d'eau Nestlé, monsieur. Et n'oubliez pas de renouveler votre abonnement Amazon Prime. Ouais. Bah tu sais, autant dans les années 90 ou 2000 ou même quand on était jeune... Ouais, ça peut sembler ridicule, mais depuis, on a vite compris que les corporations sont tout aussi maléfiques que dans ce film, voire pire. Je veux dire, il y a une époque où les États-Unis ont eu un méchant de Captain Planet en président pendant 4 ans. On a des tas de preuves que des corporations font les trucs les plus fourbes et maléfiques du monde, et c'est même pas un truc récent. Je veux dire, combien de civilisations les Britanniques, les Américains, ou même nous les Français, ont décimé pour obtenir une richesse spécifique? Quand tu vois d'où sortent les composants nécessaires pour faire des téléphones portables, les mecs dans Avatar, c'est des bisounours. Au moins, ils font fuir les navires, ils les forcent pas à l'esclavage, hein, de ce qu'on en sait. Je me vois mal de reprocher les morales écologiques, surtout quand ça devient de plus en plus vital de se réveiller sur ce problème. Même DC se permet plus de diaboliser les écologistes au travers du personnage de Poison Ivy, vu le bordel climatique qu'on se tape de nos jours. Puis même si l'écologie n'était pas une priorité, en quoi c'est mal d'avoir un message écologique? J'ai l'impression qu'à force de taper sur les films à message écologique, on en oublie ce qui était vraiment critiqué à la base. L'hypocrisie et l'écriture, pas le simple fait d'avoir un message. Captain Planet était nul car les personnages étaient vides, pas Avatar qui a des personnages développés et attachants. Ferngully avait que le message, tous les éléments, les personnages de l'univers et tout reposaient que sur l'écologie. James Cameron en parle au milieu d'autres thèmes comme l'échange entre les cultures, la perdition spirituelle de Jake Sully, le rapport entre science et mysticide et plein d'autres encore. Le Lorax était nul car il enlevait toute la mise en garde de notre responsabilité dans le maintien de l'écologie pour résumer le problème à 2-3 individus qui peuvent être vaincus, soit par une tarte dans la gueule, soit par une simple remise en question.
Avatar cache pas que c'est un système auquel même Jake a participé malgré lui et qu'il faut prendre des mesures radicales, comme la fin qui montre les 3/4 des humains se faire dégager de la planète. Birdemic est nul pour 1 milliard de raisons, et la seule raison qui touche le côté écologique est le fait que c'est utilisé sans subtilité pour donner un semblant de fond forcé au film pour justifier sa nullité. Là où Avatar tient sur tous les plans artistiques, y compris narratifs. Non, et puis, c'est pas subtil. Bah, au bout d'un moment, faut bien en parler dans ce film qui parle de colonisateurs qui détruisent une culture pour le profit. Au bout d'un moment, l'argument du c'est pas subtil, ça commence à ressembler à des chouineries de gamins qui veulent pas qu'on leur rappelle des faits. Faut appeler un chat au bout d'un moment. Non, mais en même temps, ça sert à quoi de faire culpabiliser les spectateurs? De quoi? Bah oui, genre, c'est à cause des spectateurs si la planète va mal. Ce film arrête pas de montrer l'humanité comme étant de la merde, comme si c'était notre faute à nous. Mais le film ne remet pas du tout la faute sur la population ou les spectateurs. Au contraire, il montre parfaitement que le problème, c'est l'avidité des corporations, pas du tout l'espèce humaine. Même qu'au début du film, on voit des humains ne pas être contents de l'état actuel de leur planète. Pourquoi tu te sens visé par une critique des corporations? C'est pas tes amis, tu sais? Ne touche pas à Elon Musk Senpai! Il est vrai que c'est un problème récurrent dans les histoires pro-écologie. Juste donner la responsabilité de sauver le monde aux gens au lieu de vraiment dénoncer le problème. Ferngully blâme plus les jeunes et les employés qui se trouvent un boulot pour vivre, et non les patrons qui leur imposent du travail ou les industriels qui réclament la destruction de forêts vierges. Dis donc, tu sais ce que ça veut dire? Ouais... Beaucoup d'heures sup. Ça blâme aussi les démons queer faits de fumée et de pétrole allergique aux fleurs, mais bon... Le Lorax, lui, fait genre que c'est la faute des clients qui veulent un produit et non le système capitaliste qui nous éduque dans cette logique. Mais d'autres films ont l'intelligence de montrer que c'est les corporations le problème, et Avatar en fait partie. Sûr, il y a 2 méchants bien spécifiques, mais ces méchants sont définis par l'objectif que leur donnent des supérieurs et une quête de ressources, une logique capitaliste. Et cette situation est réglée par le soulèvement populaire, non seulement des indigènes exploités, mais aussi de ceux qui bossent dans cette corporation et qui sont conscients du problème, comme Grace, Norm, Trudy et Max, qui lui, dans une scène inédite, soulève le groupe scientifique pour prendre le contrôle de l'installation. Ce qui est ultra cool, pourquoi ils l'ont pas gardé? Donc faire genre que le film est raciste anti-humain, c'est débile. Critiquer les saloperies des corporations, ça n'est pas critiquer les gens qui consomment leurs produits. C'est juste critiquer ce qu'ils ont commis pour faire ce produit. Bon, ok, c'est les gros méchants. Ils ont besoin d'être si cons? C'est-à-dire? Bah, quel intérêt de détruire toute une civilisation alors qu'ils auraient pu juste creuser sous l'arbre? T'es sérieux? Bah, genre avec leur super technologie, ils pourraient creuser... Ou t'as vu qu'ils ont des super foreuses comme dans Tortue Ninja, toi? Non, et puis tu reprochais tout à l'heure de plagier Pocahontas. Pourquoi? Parce que c'est un parallèle évident avec des indigènes qui se sont fait exploiter par le colonialisme. C'est un petit peu comme si tu demandais mais pourquoi les conquistadors ils ont pas fait copain-copain avec les Mayas pour avoir leur or ou creuser en dessous pour essayer de le prendre sans les emmerder Bon, ok, mais les mecs ils viennent pour devenir riches, mais quand c'est Sigourney Weaver qui leur parle d'une découverte révolutionnaire qui pourrait leur apporter encore plus, ils l'écoutent pas, ils sont complètement cons. Oui. Tout comme les corporations qui préfèrent miser sur le profit immédiat que sur le profit à long terme. Comme les corporations qui forcent pour pouvoir polluer un max tranquillement juste pour se faire du pognon immédiatement. Alors que sur le long terme, ils vont vite épuiser leurs ressources et provoquer des catastrophes qui vont rendre le futur impossible à vivre. Ah. Ouais, je sais, c'est chiant, maintenant les corporations sont tellement chaotiques et volent qu'ils commencent à donner raison à Captain Planet. Ça amène d'ailleurs à un aspect que je trouve très pertinent dans ce film, que l'aspect culturel et spirituel de peuples dits primitifs, que notre civilisation occidentale stigmatise en les rangeant dans les catégories superstitions d'arriérés, même si on était capable de prouver scientifiquement et factuellement que c'est du concret. D'après nos observations, il y aurait une espèce de transmission de type électrochimique, permettant aux arbres de communiquer entre eux. Ça agirait comme les synapses entre les neurones. Ils cracheraient dessus parce qu'ils s'en foutent que ce soit réel ou non. C'est eux qui restent enfermés dans leur état d'esprit primitif pour arranger leurs affaires. De toute façon, ici, si vous lancez un bâton en l'air ou quoi que ce soit, vous êtes sûr et certain qu'il va atterrir sur un buisson sacré. Tout comme les corporations de notre monde renient toutes les preuves indéniables du réchauffement climatique ou autres trucs prouvés scientifiquement qui n'arrangent pas leurs affaires. Bon ok, mais les morales écologiques ça reste cucu quand même. Et alors ? D'ailleurs, au bout d'un moment, l'amour c'est cucu, l'amitié c'est cucu, l'espoir c'est cucu, vouloir vivre dans un meilleur futur c'est cucu, je sais pas moi, au bout d'un moment, allonge-toi par terre et pleure dans ton coin si c'est le seul truc mature à faire selon toi. Eh, ça va le manque de respect, moi je te parle normalement. Ok, d'accord, mais au bout d'un moment, tu dis des trucs qui sont pas normaux comme si ça devait être normal. Quand une tech est éclatée, faut le dire au bout d'un moment. Je ne comprends pas cette honte de paraître enfantin quand ce genre de critique. D'autres films comme La Planète des Singes, L'Affrontement ou Dune ont la même histoire qu'Avatar. Et pourtant, ce sont des films que moins de personnes ne remettent en question sur leur qualité intrinsèque. La seule différence concrète entre ces deux films et Avatar est le ton.
Avatar est tout le temps théâtralisé et direct dans ses émotions, que ce soit la joie de Jake Sully qui retrouve des jambes, son amour pour Neytiri, son insouciance quand il profite de la vie sur Pandora, sa colère quand il se fait trahir par l'armée, et son enthousiasme à sauver ce monde. Des éléments qui rendent le film si attachant et prenant. Là où Dune ou La Planète des Singes sont plus restreints et pessimistes. Du coup, ça fait plus adulte. Le problème est pas mal, hein, j'aime beaucoup ces films, j'adore La Planète des Singes et la trilogie d'Andy Serkis, mais je trouve ça dommage de privilégier ce ton-là à celui d'un film qui assume de rêver et d'exprimer de l'émotion qui peut sembler naïf malgré le drame de cette histoire. Je vais même dire, on a besoin de plus de films qui assument toutes ces émotions au lieu de les faire fuir par un filtre monochrome, des acteurs mono-expressifs ou une vanne qui démolit toute l'émotion pour te rassurer qu'on se prend pas au sérieux et qu'on n'est pas des gamins. Au contraire, assumez d'être des enfants quand vous faites un film sur des aliens qui volent à dos de dragon dans des îles flottantes. Stupide, ignorant comme un enfant. Si je suis comme un enfant, peut-être que tu pourrais m'apprendre ce que je sais pas. Non, et puis au vu des comportements immatures des patrons de grandes entreprises qui préfèrent laisser le monde cramer plutôt que de faire des efforts pour le rendre meilleur à vivre, les prendre pour des gosses, c'est peut-être pas si mal que ça finalement. En parlant de paternalisme... Quoi? Non mais voilà, j'ai pas suivi de quoi vous parliez en fait. Puis il faut dire que tu m'as pas filé le script entier. Mais tout à l'heure, quand j'ai qualifié le film de Danse avec les loups, mais avec des schtroumpfs, ça n'était pas pour faire mon accusation de plagiat, hein. C'est surtout pour mettre en exergue un point couramment reproché au film, le sauveur blanc. Oh putain non! Dans ta gueule, James Cameron, moi aussi j'en fais des effets spéciaux. Alors j'avoue, j'ai pas tout suivi. Il vient de dire quoi là? Bah, tu te souviens du schéma narratif dont je t'avais parlé tout à l'heure? Eh ben, ce schéma a un lourd passé colonialiste. Le film met en scène ce peuple d'indigènes, clairement pensé pour être une analogie à un peu tous les peuples colonisés par l'Occident au fil des siècles en fait. T'as, comme beaucoup l'ont souligné, des natifs américains, mais t'as aussi des indiens, encore une fois c'est de là que vient la couleur de peau bleue du mythe hindou de l'Avatar. Tu as un petit peu d'africains, la langue des Na'vi est pas mal inspirée de langues maoris, d'éthiopiens, etc. Et l'histoire à la Moïse dont je parlais tout à l'heure a été réutilisée dans des tas d'autres films qui, dans certains contextes, donne quand même l'histoire d'un mec blanc qui voit ce peuple primitif persécuté par un empire, et comme ils sont trop cons pour s'en sortir tout seuls, le mec blanc va faire le boulot à leur place. C'est littéralement un sauveur blanc. Qui n'est pas aidé par la mode des années 90 de ces films en mode on a mauvaise conscience par rapport à ce qu'on a fait pour conquérir l'Amérique et tout, donc on fait des histoires qui montrent que certains blancs auraient aidé s'ils pouvaient, hein, ce n'est pas de notre faute, hein. Puis vous l'avez un peu cherché aussi, hein. Et souvent, ça passe par l'éducation à la coloniale, en leur apprenant, comme des bons écoliers, les bienfaits de la nourriture, la maîtrise des technologies supérieures, d'esprit tactique, faire la sieste comme à la maternelle, etc. Oh, dit comme ça a l'air plus grave que mes critiques. On est au niveau de Green Book, là. Mais il y a quelques subtilités d'écriture qui font que son utilisation du sauveur blanc est moins problématique que d'autres films. Voire l'en dédouane plus ou moins. Ah bon? Ouais, déjà, le contre-argument le moins ouf, hein, on va s'en débarrasser, dans Green Book, c'est pas des aliens. C'est pas ouf parce que, comme je l'ai dit, le film surligne bien la partie peuple colonisé par l'Occident que représentent les Na'vi. Donc ça serait de mauvaise foi de dire que ce sont pas des équivalents aux Amérindiens. Mais de l'autre côté, tout peuple fictif est basé sur une forme de peuple préexistant dans notre monde. Limite, l'assumer, c'est bien plus honnête qu'un... Non, la race de robots esclaves qui vont à l'arrière des bus dans le jeu qui s'appelle littéralement Détroit ne sont pas une allégorie des Noirs américains. Et au moins, contrairement à un Pocahontas ou un Green Book, on ne touche pas à une vraie histoire qui risque de prendre des libertés particulièrement insultantes. Genre, non mais les natifs aussi ont cherché la merde, faut dire, eux aussi ils étaient violents. Ou encore, ouais, ce mec noir qui a fait un truc de ouf, bah c'est grâce à un blanc. Là où dans un film purement fictif où le peuple secouru est totalement imaginaire, et bah ça n'insulte pas de personnes concernées ou de figures historiques. Directement en tout cas. Oui, il y a des fictions lourdement évidentes dans leur parallèle au point d'avoir des messages problématiques comme Bright, film de flics contre gangsters où ils ont juste remplacé les noirs et hispaniques par des orques, justifiant pas mal de logique raciste. Fairy lives don't matter today. Ce film vient de faire dire à un des acteurs noirs les plus célèbres d'Amérique une phrase qui implique qu'il prend à la légère le mouvement Black Lives Matter. Et le seul truc qui nous a sauvés d'une suite de ce machin, c'est la gifle qu'il a donnée à Chris Rock. Quand je pense qu'il y a des crétins qui pensent que Netflix est woke. Aussi, sachant que furry c'est un terme souvent utilisé pour qualifier les personnes LGBT... L'autre argument où je vais être un peu plus nuancé par contre, c'est que
Le problème ne vient pas tant du film lui-même en fait, mais de la généralisation de ce schéma narratif. Je comprends d'où vient la critique du Sauveur Blanc dans Avatar, bien sûr, mais le problème est plus que c'est un énième film reposant sur cette base que le film en lui-même. En soi, au-delà du côté colonialiste, ce schéma a des avantages. Un personnage témoin venant de l'extérieur qui permet de découvrir et comprendre ce monde inconnu pour que les spectateurs saisissent les enjeux et se sentent aussi concernés par le besoin de la protection de ce peuple contre les envahisseurs. Aussi, ça permet à des spectateurs occidentaux en manque de nouveaux horizons de découvrir qu'il y a d'autres cultures cool dans la vie. Et que l'empathie envers des gens différents, c'est pas pour les chiens. Qu'avec un peu de temps et d'effort, on peut non seulement comprendre des gens radicalement différents de nous, mais aussi faire partie de leur vie. Pas pour rien que autant de gens qui ont aimé le film ont envie d'aller sur Pandora et de côtoyer les navis, hein. Faut juste éviter de faire son touriste qui laisse des détritus dans la jungle avant de se faire un safari. Seulement, Hollywood l'a trop utilisé dans un sens au regret du colonisateur pour enfermer des minorités que l'Occident a exploitées dans une case de victimes trop infantilisées ou des bons sauvages purs et ingénus qui attendent que le bon papa sauveur blanc leur apprenne tout de la vie et comment faire les choses. Pareil pour le côté écologique, quand Hollywood fait ce genre d'histoire, c'est pour faire genre... Nous sommes désolés. Oui, vraiment désolés. Désolés. C'est quelque chose de beaucoup plus important à critiquer qui dépasse la qualité même du film. C'est un problème systémique, pas individuel. Surtout que, et c'est là que je viens à un autre argument important, Avatar essaye justement d'esquiver, voire rentrer dans l'art de la partie paternaliste et sauveur blanc de ce schéma. On leur a proposé des médicaments, une éducation, des routes, mais non, ils préfèrent la boue. C'est l'autre avantage de la donnée alien. C'est pas tant sa couleur de peau qui en fait le héros, mais le fait que c'est un humain. Et on verra pour le problématique de ce genre de formule quand on entrera en contact avec de vrais aliens. En attendant, profitons-en. Il y a un film d'horreur dont le titre est Alien. C'est très offensant, pas étonnant que tout le monde arrête pas de vous envahir. On va pas parler du fait que les méchants sont tous blancs parce que ça c'est une fausse excuse de ce genre d'histoire. Non, je vais me concentrer sur le fait que le héros devient un héros en devenant un Na'vi à part entière. Le héros est certes blanc, mais tout ce qui fait de lui un héros vient de son apprentissage chez les Na'vi. Oui, le héros principal est techniquement un sauveur blanc, et oui, le concept du film tend presque la perche pour comparer son transfert dans un corps de Na'vi à du blackface, mais quand on y réfléchit, Jake n'apporte pas de connaissances purement occidentales aux Na'vi. En fait, c'est tout le contraire, les Na'vi lui apprennent tout. Nous avons essayé d'apprendre à ceux de ton peuple. Il est très dur d'emplir une coupe qui est déjà pleine. Moi, ma coupe est vide. Croyez-moi. Quand il est question d'aider les Na'vi, le film n'oublie jamais que ce bordel est en partie de la faute de Jake. Il pensait pas à mal, certes, mais c'est arrivé quand même, car il s'est pas rendu compte que sa simple présence ici est due à l'arrivée d'un envahisseur, et qu'au lieu de jouer les touristes en profitant des moments de calme, il doit aller directement contre ce système pour empêcher le massacre. Même quand il lève une armée de Na'vi, beaucoup critiquent le fait que forcément ces peuples primitifs ont besoin d'un blanc pour pouvoir créer une union et combattre leur ennemi, hein. Bah, quand t'es attentif à la façon dont est écrit leur histoire, Jake arrive à créer cette armée uniquement en suivant la façon de faire des anciens chefs. C'est tout le truc de Toruk Makto. Le grand-père de mon grand-père était Toruk Makto, cavalier de la dernière ombre. C'est lui qui a assemblé notre clan à l'époque du Grand Chagrin. Jake ne fait que faire ce que n'importe quel autre Na'vi aurait pu faire. Il a fait comme les ancêtres de Neytiri, quoi. Même chose pour Grace, ça a beau être un personnage sage et le mentor de Jake, et elle est certes venue pour mener une école pour éduquer les jeunes Na'vi, au final, c'est elle qui a plus d'appris d'eux que l'inverse. Et on ne cache pas non plus que sa présence aussi a permis à la compagnie de provoquer ce bordel. Les Omaticaya ont appris suffisamment de choses de nous. Même au niveau des armes utilisées, bah il reste sur des armes Na'vi. Jack ne leur enseigne pas comment utiliser des armes à feu purement américaines. Il leur apprend pas des plans de bataille venant de Napoléon ou César. Il leur fait même pas découvrir des éléments de sa culture comme sa nourriture ou sa musique pour montrer à quel point l'Occident c'est cool. Bonne nuit, ouais. Oui, il utilise un fusil d'assaut et des grenades, mais il ne fait pas genre que les Na'vi seraient meilleurs avec ses armes civilisées. Il les utilise parce que lui, il est bon à les utiliser, et que ça aurait été con de pas prendre toutes les armes à disposition. Encore mieux, il échoue à sauver Pandora de cette façon. Et au final, Pandora s'est sauvée toute seule. Jake a prié la figure religieuse des Na'vi, dompté une créature sacrée et lancé des grenades. C'est tout ce qu'il a fait. L'armée terrienne a été vaincue par la planète elle-même. Et même le méchant principal, c'est Neytiri qui l'a buté en mode princesse Mononoke. Bon ok, il revient dans la suite, mais voilà, c'est elle qui a sauvé la situation. Jake peut même pas être genre... It's fixed because of me. Même mieux, les Na'vi vivent toujours en Na'vi. Leur culture est même glorifiée et montrée comme supérieure à l'empire colonialiste. Jake ne devient pas le chef des Na'vi grâce à ses connaissances humaines, mais en prouvant sa valeur de Na'vi en accomplissant un acte incroyable, dompter la dernière ombre, tels leurs anciens grands chefs, en faisant preuve d'une sagesse digne de leur culture et en faisant la paix avec ses frères Na'vi. Pendant toute la moitié du film, les cons de l'histoire ne sont pas les Na'vi. Non,
C'est Jake qui a du mal à apprendre, qui fait connerie sur connerie et dont l'hésitation entre les deux mondes provoque des catastrophes. La Thierry me traite de scown. Ça veut dire débile. Et du côté de ceux qui détiennent la technologie supérieure, ils sont diabolisés. On les montre détruire tout un peuple et saccager une découverte scientifique révolutionnaire, car ils sont aveuglés par le profit facile. Là où Jake renonce complètement à ce monde matérialiste. Et ce malgré les belles promesses de « on te rendra tes vraies jambes ». Les méchants, qui sont d'ailleurs des militaires et patrons d'entreprise paternalistes, qui traitent Jake comme un invalide, en attendant d'être amélioré s'il remplit sa fonction comme un gentil toutou. Là où les Na'vi ont une société matriarcale, avec des femmes remplissant les plus hautes fonctions et encensées pour leur sagesse, glorifiant tellement l'empathie qu'ils répugnent la violence inutile, même pour chasser leur proie ou se défendre contre des prédateurs, et qu'ils peuvent littéralement se connecter à leurs semblables et d'autres créatures par prise USB organique. Déjà mis une clé USB dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Niveau remise en question du patriarcat et des délires de puissance de la masculinité toxique, ça se pose là. Mais attends, du coup, c'est pour ça que les fans d'Avatar sont moins toxiques que les fans de Star Wars? Pour en revenir à Jake, c'est même en se déconnectant complètement de ce système paternaliste qu'il arrive à voir le danger systémique de son camp. Et oui, systémique. Chose très rare, ils ne font pas le coup du vilain petit canard où on montre que le méchant colonialiste est juste un connard isolé. Genre Radcliffe dans Pocahontas, c'était juste lui le méchant, hein. Les bourrins armés jusqu'aux dents qui l'ont accompagné, l'Empire britannique, même la famille royale, ils étaient gentils en vrai, hein. Ils se sont juste fait avoir par ce mec en particulier, qui était un vrai mec à la base. Et c'était pas un mastermind de cartoon, c'est juste un colon comme un autre. Donc faites pas genre que oh, c'est lui plus qu'un autre, hein. Plus j'y pense, plus c'est vraiment une troupe Pocahontas. Non, les isolés dans Avatar, ce sont ceux qui comprennent les vrais enjeux pour les Na'vi et décident de les rejoindre. Personnages qui, si tu regardes bien, font partie de catégories de personnes stigmatisées. Femmes, intellectuels, indiens, hispaniques et handicapés. À une époque où on qualifie n'importe quoi de film woke juste pour un baiser lesbien ou un personnage noir qui existe dans leur champ de vision, Avatar, lui, peut être réellement considéré comme étant un film woke aux côtés de Matrix, surtout vis-à-vis du côté ouvre ton esprit et vois les défauts de ton système. Go woke, go broke, disait, hein. Encore mieux, peut-être qu'on peut dire que James Cameron a pris un petit peu trop d'avance par rapport aux standards actuels. Car il part du principe que faire partie d'une communauté, d'une ethnie ou d'une culture n'est pas une question d'origine ou de naissance, mais de spiritualité. Dès le début du film, on montre que Jake a un détachement total par rapport à sa partie terrienne, et qu'il a une perdition spirituelle qui le rend plus en accord avec la façon de penser des Na'vi. Si vous cherchez l'équité, vous vous êtes trompé de planète. Le fort dévore le faible. C'est comme ça que ça marche, et personne ne lève le petit doigt. C'est un mec qui a perdu la moitié de son corps et son frère jumeau. C'est limite s'il n'est pas juste un fantôme à ce stade. Fantôme qui vit une réincarnation à travers l'avatar de son frère jumeau, ayant le départ de sa nouvelle vie, plus épanouie, et qui repart sur une nouvelle éducation. C'est sur ça que repose le concept du film. Jake a beau être né terrien, mais ça reste au fond de lui un Na'vi avant tout. Et c'est vrai que dit comme ça peut ressembler un petit peu à... Je suis plus noir que vous, je vous demande pardon. Mais Avatar est bien plus intelligent que ça. Il n'est pas plus Na'vi qu'un autre, mais il est digne d'être Na'vi, car il a la sensibilité et la personnalité qui va avec. Et parce qu'il a écouté les enseignements, au lieu de faire son paternaliste qui croit mieux savoir que les autres. Comme les méchants du film, justement, qui envoient chier ce que leur explique une scientifique bien plus spécialisée qu'eux, juste parce que ça n'arrange pas leur façon de penser. Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous avez pas fumé que la moquette là-haut, hein. Ou encore la dualité entre Jake et Quaritch. Ce dernier renie toute forme de spiritualité et ne base sa personnalité que sur sa fierté d'être de l'espèce où il est né. Tu te prends pour un des leurs. Et je vais te réveiller. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au revoir, Monsieur Anderson. Mon nom est... Néo. Bah oui, à force d'insister sur le côté Pocahontas, on a un petit peu oublié le côté Matrix, non? Le mec il connecte son cerveau à un ordinateur pour vivre dans un autre monde, quoi. Jake, à force que son esprit voyage entre deux corps, finit par se libérer spirituellement. Rien que le fait qu'il est handicapé en humain mais capable de courir en Na'vi, c'est déjà une symbolique claire. Mais même le reste du film, on peut le voir plein de vie en Na'vi, mais se négligeant et se laissant aller quand il est humain. En y repensant, peut-être que je m'avance trop, mais j'aimerais bien voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi de tenter d'étudier Avatar dans l'angle de la transidentité comme avec Matrix. Bah ouais, c'est quand même l'histoire d'un mec qui transitionne d'un corps à l'autre, qui se sent tellement plus en accord avec son corps de Na'vi et qui part en dépression quand on le force dans son ancien état, et le méchant qui le ramène à son ancienne identité et lui répète qu'il ne pourra jamais être un vrai Na'vi, car c'est pas comme ça qu'il est né. Surtout avec le fait que le côté humain, comme on l'a déjà établi, est défini par une forme de masculinité toxique, là où le côté Na'vi est sous une matriarchie et repose sur pas mal de valeurs associées à la féminité. Ça colle même encore plus avec le mythe hindou, car l'avatar change de genre au cours de ses réincarnations. On peut voir que ce détachement au matériel participe aussi à la sagesse qu'acquiert
Jake. Même chose pour Trudy et Norm qui sont maladifs en humains mais au top de leur forme en Navi. D'ailleurs, je me souviens d'une certaine polémique à l'époque où le film était sorti par rapport au personnage de Grace qui était vu en train de fumer. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la banalisation du tabagisme dans le cinéma. Et je trouvais ça con parce que justement, ça montrait que Grace néglige son corps d'humain, là où elle respire la vie quand elle est en Navi. Et putain que les polémiques de 2009 me manquent, c'est tellement moins chiant que le racisme banalisé dans les communautés de fans de Star Wars. On peut aussi remarquer l'ironie des méchants qui répètent religieusement les 2-3 mêmes arguments scientifiques pour justifier leur discrimination et leur rejet de la nouvelle identité de Jake, pour de l'autre côté envoyer chier le reste des faits scientifiques les contredisant. Sans parler du fait que les navis ont un organe supplémentaire qui les définit. LOL, Michael J voit des symboles phalliques partout, mais ferme ta gueule! Le film l'assume tel quel, on voit Jake l'utiliser quand il fait l'amour à Neytiri. Ne jouez pas avec ça, ça rend sourd. Et puis tout internet a blagué sur le fait qu'il base comme ça, quoi. Take your hair and stick it in my hair. Fine. Encore une fois, gros weeb le mec, hein. Il peut plus faire une scène d'amour sans mettre des tentacules ou des femmes chats, hein. Ah oui, les navis, ils sont en partie chats, hein. À force de vous focaliser sur leur peau bleue, vous l'avez un petit peu oublié celle-là, hein. Mais surtout, la façon dont on rend le corps et la couleur de peau secondaires dans cette situation, vu que tout ce qui compte est avant tout l'esprit, amène un peu à un message antiraciste ultime. Certes, un idéal où la couleur de peau n'a plus d'importance, c'est sauter des étapes sur ce qui est socialement important à faire pour vaincre le racisme actuellement. Mais voilà, le vrai thème de ce film, c'est ça, la connexion spirituelle. Ce qui nous définit, c'est notre âme, ce qu'on est à l'intérieur. Pandora, c'est comme Internet, c'est grâce à la technologie que Jake a pu apprendre la culture Navi et en devenir un. Il a littéralement créé une connexion à distance. Et on a pu le juger, pas sur son apparence ou ses origines, mais sur sa personne. L'une de mes premières analyses du film était pas mal centrée sur l'aspect culture geek, car non seulement le film est un mélange d'inspiration geek, comme je l'ai expliqué, mais aussi parce que le terme avatar est, comme je le disais, devenu synonyme de personnage qu'on se crée sur internet ou dans les jeux vidéo à notre époque. On utilise un terme religieux pour parler des photos de profil, c'est Zarb, non? Je voudrais voir une vidéo sur TikTok, c'est quoi ton messie déjà? En gros, Jake devient meilleur grâce au partage d'une passion. Il rejoint une communauté de geeks et de gamers comme lui. Avant que Gamergate débarque, hein. Mais attends, du coup, Quaritch qui devient un avatar dans la suite, ça va pas servir de parallèle à Gamergate? Putain que j'ai hâte de voir tous les anti-woke faire genre qu'ils ont toujours été fans d'Avatar pour se plaindre que la suite a rendu la licence woke et qu'ils vont genre essayer de créer une guerre culturelle en incitant les gens à aller voir, je sais pas moi, le chat beauté 2 à la place. Oh mais il triche là, comment il a deviné cette fois? Ah non, je triche pas. Après Buzz l'éclair contre les Minions 2, hein, on est plus à un truc débile près, hein. Après peut venir la question, pourquoi avoir fait de Jake un blanc? C'est vrai que, ouais, peut-être que ça aurait moins posé problème s'il était noir ou d'une autre minorité, oui. On peut toujours dire qu'il y a un petit côté déconstruction de la blanchité, ouais. Un truc qui dirait que les blancs aussi doivent se bouger le cul par rapport à ça. Voire on peut dire que c'est juste pour l'hommage à John Carter, hein. C'est pas grave, hein. Ou dire que le mec est handicapé et donc il fait quand même partie d'une catégorie de personnes laissées pour compte. Mais bon, comme Sam Worthington, il est pas vraiment handicapé, voilà quoi. Ça change pas grand chose en fait, hein. Mais bon, le truc c'est que surtout, je pense que James Cameron voulait nous parler d'autre chose. Le film montre que la culture et l'appartenance à un peuple n'est pas une question de naissance ou d'ethnie, mais de partage, et que protéger les peuples n'est pas qu'une question d'appartenance à ce peuple par naissance, mais une question de morale et de bon sens. Blanc ou pas, défend l'opprimé au lieu d'être un connard ou un modéré hypocrite. C'est là aussi qu'on peut voir que le film est bien plus riche que sauver la forêt amazonienne ou quoi que ce soit. J'irais même jusqu'à dire que c'est pour ça qu'il a autant marché, bien plus que la nouveauté de la 3D. Le film est universel. Tout le monde peut y avoir une connexion. Preuve en est, différents représentants des peuples indigènes, pas que les natifs américains qui soi-disant se font rabaisser par ce film qui s'approprie leur culture, ont expliqué que le film représente bien leur vécu. Justement, ils se sont beaucoup reconnus dans ce combat pour protéger les navis et leur habitat naturel. Des Bushmen du Kalahari en Afrique australe, à la communauté Yanomami en Amazonie brésilienne, en passant par le peuple pénant du Sarawak à Bornéo. Parce que si vous pensez que le film exagère les saloperies des corporations, allez sur Google et cherchez Pine Ridge. C'est littéralement l'histoire d'Avatar, mais dans notre monde, aux États-Unis, dans les années 80. C'est juste qu'à une époque où ne croire en rien est vu comme de la supériorité intellectuelle, forcément, un film qui offre tant de sens de lecture, il n'en prenne aucune, si ce n'est celle qui arrange une vision cynique de la chose. C'est pour ça que je kiffe ce film et que j'ai hâte de voir la suite. C'est tellement rare de nos jours des films qui assument jusqu'au bout leur passion pour la SF et de leur concept. Qui vont pas dans la demi-mesure de peur de paraître trop dramatique ou naïf. Qui vont à fond de l'émotion au lieu de tout gâcher par un trait d'esprit cynique qui désamorce la beauté d'une scène. C'est ce qui faisait la force des films de James Cameron avant ça, qui ne reculait devant rien pour aller à fond de l'émotion, quitte à être cucu. Terminator 2 est célébré pour ses scènes d'action, moi je le célèbre pour sa belle histoire sur ce qui nous rend humains. Je sais maintenant pourquoi vous pleurez.
Mais c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Et comme on écoute plus les cyniques que ceux qui espèrent encore, forcément ça peut donner l'impression que tout le monde a oublié Avatar. J'ai fini en fait. Ah cool. Non parce que moi j'osais pas participer là, je t'avoue. Non mais je comprends hein. Allez, pour compenser, je te laisse une dernière petite critique, tiens. Bah, écoute, après ta mini-thèse sur le film là, je te cache pas que je vais juste passer pour un cuisse si j'en rajoute donc... Allez, pour la forme, t'as pas trop parlé là en plus. Je sais que j'ai un petit peu trop de tendance à vampiriser le temps de parole, donc vas-y, vas-y. Bon, si t'insistes, un truc que j'ai toujours trouvé con, et peut-être que toi aussi t'as dû trouver ça con, c'est l'unobtainium. Sérieux? Ouais, c'est débile, quelque part, ça montre à quel point le film a été écrit avec le cul pour utiliser un terme comme ça. L'unobtainium. Ça doit être le terme le plus stupide pour un matériau fictif jamais imaginé. C'est à croire que James Cameron a eu l'idée après 2 bières tant c'est peu imaginatif. T'as littéralement un mot qui veut dire obtenir dans ce con de nom. Il aurait pu carrément appeler ça le jevenium ou le importanium. Et ça, tout le monde l'a critiqué, hein. Même Weird Al se fout de la gueule du terme. In the movie Avatar, why did James Cameron call the precious foreign material unobtainium? Because nobody tells James Cameron when his ideas are stupid. C'est bien la preuve que le film n'a aucune imagination ou que Cameron n'a aucun talent d'écriture et... Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, je fais une recherche sur Wikipédia. Pourquoi faire? Pour... ça. Bon, ok, merci. Unobtainium, terme utilisé dans la fiction, l'ingénierie et dans l'expérimentation. Depuis la fin des années 50, des ingénieurs aérospatiaux ont utilisé ce terme pour les matériaux inhabituels, chers ou pour théoriser un matériau parfait pour leurs besoins mais qui n'existe pas. Dans les années 90, le terme était couramment utilisé, y compris dans les magazines d'ingénierie, comme un nouveau composant pour les applications spatiales capables de supporter les températures extrêmes de la rentrée atmosphérique. Le terme désigna plus tard des vrais matériaux comme le titanium Blackbird SR71. Attends, unobtainium, c'est un vrai terme scientifique? Oui! Bordel de merde! Oui, c'est un vrai terme! Ce terme dont vous vous moquez depuis 13 ans est un vrai terme utilisé par de vrais scientifiques de la vraie vie véritable! James Cameron n'a pas inventé ce terme. Comme il est lui-même ingénieur et scientifique et qu'il a 30 000 sous-marins expérimentaux pour le fun, il connaît très bien ce terme. Encore mieux, unobtainium est aussi un terme pour qualifier des matériaux fictifs comme la kryptonite de Superman, l'adamantium de Wolverine ou le tiberium de Command & Conquer. Donc c'est à la fois un terme logique scientifiquement et narrativement. Car oui, ce matériau est un MacGuffin, un élément dont on se fout royalement de ce que c'est. Tout ce qui compte, c'est que ça intéresse nos personnages et que ça fout la merde. Ce n'est même pas le seul film à utiliser ce terme. What do you call this material? Well, its real name has 37 syllables. I call it unobtainium. Unobtainium. Donc l'unobtainium ne prouve pas que James Cameron est con. Au contraire, ça prouve qu'il est plus malin que ceux qui se moquent de ce terme. Bon alors, oui, ce terme il sonne pas très bien à l'oreille, c'est vrai, oui, bah il a été un petit peu inventé pour la blague, quoi. Privé de joke de scientifique, hein. Mais c'est complètement con de le reprocher au film. C'est pas lui qui l'a inventé, donc c'est pas de sa faute si le terme il semble con. Banane aussi, c'est un mot qui semble complètement débile. C'est pas pour autant que tous les films qui l'utilisent sont cons, hein. Et tu vois, on revient à ce que je reprochais aux critiques des films de nos jours. Le cynisme juste pour le cynisme. Pas parce qu'on a quelque chose de réellement pertinent à dire ou déconstruire, mais parce qu'on a envie de paraître plus intelligent qu'un film populaire. Parce que les bons sentiments, c'est vulgaire, et la méfiance systématique est paradoxalement devenue synonyme de profondeur d'esprit. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est juste de la prétention mal placée, de la posture de scepticisme sans la démarche intellectuelle. Pire, ça la bloque. Et pour un film qui inculque de laisser tomber le matériel pour l'esprit, c'est con de faire preuve d'aucune réflexion et de se concentrer sur des choses superficielles comme un mot qui semble con, un cliché qu'on remarque ailleurs ou une popularité qui nous saute pas aux yeux. Ok, bah si je comprends bien, j'ai juste à aller me faire foutre, j'ai pas d'avis à avoir sur ce film et j'ai juste à me taire, c'est ça? Non, ta seule responsabilité, c'est d'écouter. Ok, je ferai un peu plus d'efforts la prochaine fois que je ferai une critique. Merci bien. Bon, bah bye alors. C'est tout? Bah ouais, pourquoi? Bah je sais pas, généralement quand j'explique ce genre de truc à quelqu'un, bah le mec, soit il pète une durite et essaye de me tuer, soit il me fait tout un speech sur à quel point ce que je lui ai dit c'était une révélation, une déception, ou que même s'il est pas d'accord, il respecte mon avis, ou quelque chose comme ça, quoi. Tu sais, t'es pas obligé de suivre aveuglément le schéma de tes autres vidéos, hein. Peut y avoir des petits twists par-ci par-là. Ouais, je suppose que... Eh, t'aurais pas vu... Je suppose que ça élucide ce mystère. Je vous disais bien qu'il est un peu plus homme de paille que d'habitude celui-là. Hein. Non mais les gars, on peut s'expliquer, on est entre gens civilisés quand même. Oui, bien sûr, entre gens civilisés qui se volent entre eux, évidemment. Non mais c'était pour des trucs dont t'avais pas besoin, au pire. Bon alors là, j'ai checké sa veste, alors il y a une bouteille d'eau vide,
il y a 2 Blu-ray, et il y a la boîte du disque noir qui est vide. Ah bah en effet, ça me sert à rien. Attends, quoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il t'a chouré ça, il t'a chouré ça aussi. Waouh! Comment il fait? J'en sais rien du tout, il est fort quand même. Et il a sa carte d'identité, il s'appelle vraiment Lee à mon avis. C'est son vrai nom. Il y en a qui ont pas de bol, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Il y a son téléphone, très joli. Et il y a quelque chose qui a l'air de très important. T'occupe. Qui es-tu et pourquoi t'as voulu me voler ça? Attends, moi j'en sais rien, on m'a juste demandé de voler tes 2 trucs. Qui ça? Oh! Ah, c'est pour lui, je crois. Allô? Veuillez me passer monsieur Onavi, je vous prie. Voilà. Oui, c'est moi, oui. Vous avez parlé? Ouais, ils ont juste compris que je leur ai volé des trucs, c'est tout. C'est acceptable. Non, 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 non! Ouh, c'est donc ça la 5G. Merci de votre coopération, monsieur Manfield. Au plaisir de travailler à nouveau avec vous. Du coup, c'est quoi ce bordel en fait? Aucune idée. Mais j'ai une piste. Secrétaire? Préparez-moi un rendez-vous avec Mr. Mouse. Merci bien. Pourquoi Mr. Mouse? Parce que la personne qui a voulu me voler cette clé voulait aussi un moyen de détruire Disney. Ça s'appelle une piste. Je sais pas qui a voulu me voler, mais je vais pas tarder à le savoir. Ensuite, il y a un vieux sagem à clapper, c'est bizarre vu qu'il a un téléphone plus récent. Il doit être collectionneur, je suppose. Ouais, du style. Il y a des pilules pour le cœur. Ah bon? Oui, il a des problèmes. Il y a des chips. What? Ça va pas avec les pilules pour le cœur. Ah non, ça. pas du tout, non. Il y a un clavier de gamer. What the fuck? C'est assez Qui se balèze. trimballe avec ça dans sa poche? Bah, je sais pas, il joue à Counter-Strike. Et il y a une table pour le clavier de gamer. Non, mais c'est pas possible. Il y a un souci là. Non. Et il y a un livre sur ta mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié d'une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la Japan Impact les 20 et 21 août à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, où j'y serai en dédicace, en vente de produits dérivés et pour faire des animations. Venez nombreux, venez cosplayer. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Utip, soit sur Patreon avec des contreparties comme l'accès à mon Discord privé où vous aurez des infos sur l'avancée de la prochaine vidéo, ainsi que des goodies comme des t-shirts, des badges, des mugs, des posters et j'en passe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.